Merci Nasser pour ces questions auxquelles il faut que je réponde en 5 minutes. Merci beaucoup aux organisateurs pour leur très amicale invitation à contribuer à cette discussion. La Méditerranée, c'est l'horizon que vous nous montrez. La Méditerranée des problèmes, c'est ce que nous avons. Et je crois que ça ne surprendra personne si je dis que cela vaut tout particulièrement pour la question de la mobilité humaine, pour la question des droits des migrants, et aussi la question de la citoyenneté en général comme un programme robuste d'appartenance aux sociétés politiques. Et par résultat, au lieu d'être ce qu'est normalement une mer comme la Méditerranée, c'est-à-dire une mare nostrum, c'est un espace non pas qui lie les rives du nord et du sud dans une communauté de destin partagé, mais la Méditerranée est aujourd'hui la frontière la plus meurtrière du monde. Et j'imagine mal comment cela ne peut pas être un obstacle fondamental pour parvenir à une Méditerranée des solutions. Et en même temps, je n'imagine pas non plus qu'on ne puisse pas devoir résoudre ce problème fondamental parce que c'est intenable sur le long terme. Alors, comme la consigne donnée est d'être extrêmement bref, je vais me contenter uniquement de 2 points pour essayer de répondre à ta question, Nasser. Le premier point concerne la question des politiques migratoires et le second point concerne la citoyenneté. Alors, premier point sur les politiques migratoires. Depuis le début des années 80, la solution qui s'est imposée pour encadrer la mobilité humaine dans l'espace méditerranéen est celle d'une fermeture des frontières et du contrôle de cette fermeture. Bon. C'est la solution qui a été choisie par l'Union européenne et ses États membres depuis le début des années 2000, dans un rapport qui est très asymétrique dans la négociation que les États membres et l'Union européenne ont avec les États de la rive sud méditerranéenne. Pays du sud méditerranéen à qui les Européens ont délégué la mission de contrôler leurs propres frontières par externalisation du contrôle. Or, fermer les frontières si elles justifient politiquement l'injustifiable, je viens de dire que c'est la frontière la plus meurtrière dans le monde, ça reste une aberration pour qui connaît comment fonctionnent les phénomènes migratoires mondiaux. Fermer la frontière comme solution ajoute au problème plutôt qu'il n'apporte des éléments de solution. D'abord parce que la réponse politique s'appuie sur une fiction beaucoup plus que sur la réalité de ce qui nourrit les dynamiques migratoires. Par exemple, la fiction que ce serait en raison de dynamiques démographiques donc on entend par là que le continent africain produirait une pression migratoire aux frontières européennes en raison de la dynamique très forte de sa démographie. La réalité, pourtant, est toute différente, puisque 7 migrants africains sur 10 restent en Afrique. Donc, la question de la migration africaine est une question africaine, ce n'est pas une question européenne. Ensuite, parce que fermer les frontières n'a pas d'effet sur le projet migratoire des migrants eux-mêmes. Le projet migrant, vous l'avez rappelé, alors il est de 2 ordres, hein, c'est ce qui les pousse à partir et c'est ce qui les attire pour un avenir meilleur, mais en général, tous les travaux montrent que les motifs sont mixtes. C'est que dans les parcours migratoires, les gens ont toutes ces raisons à la fois pour partir. C'est à la fois lié à des besoins matériels, mais c'est aussi lié à un imaginaire migratoire, comme une solution qui s'impose dans les familles pour améliorer le sort. Et fermer les frontières n'a aucun impact sur la décision de départ, précisément parce que c'est si complexe. Ensuite, l'idée de développer économiquement les pays de départ pour mettre fin à cette mobilité et empêcher donc les départs trop nombreux, là aussi c'est une fiction plus que la réalité, parce qu'on sait que ce n'est pas les plus démunis qui partent. Il faut avoir un certain nombre de moyens à investir dans le voyage pour être en mesure de partir. Donc le développement des pays du Sud va entraîner plus de migration, puisque ça va permettre à la fois une migration interne, ce qu'on appelle l'exode rural, de gens qui de la campagne pourront aller à la ville, et puis ça permettra surtout à une nouvelle classe moyenne d'accéder à la migration internationale. Donc là encore, vous voyez qu'on est sur une fiction plus que sur la réalité. Et enfin, fermer, c'est alimenter les business du trafic, des passeurs. Ça crée une économie du passage irrégulier. Ça met les candidats au départ dans des situations
inhumaine et dangereuse pour franchir les frontières, que ce soit jusqu'à accepter qu'il meure sur le trajet en Méditerranée, avant de partir de la rive méditerranéenne, lorsqu'il traverse le désert du Niger, ou qu'il se retrouve dans un pays comme la Libye, où ils sont livrés aux milices, dans des conditions tellement atroces que même le HCR n'a pas accès au lieu où ils résident par crainte de sécurité pour leur propre personnel. Et enfin, fermer, c'est gonfler le nombre des candidats au passage, parce que, alors ça c'est assez contre-intuitif, plus on ferme, plus les gens vont essayer coûte que coûte à passer avant que ça soit absolument impossible. Donc lorsque et ça a été montré historiquement par tous les démographes et les spécialistes des migrations, lorsque vous annoncez que vous allez fermer la frontière, ça multiplie le nombre des candidats au passage, parce qu'ils vont tenter le tout pour le tout. Donc, triple échec, que je viens de mentionner, il y en a un quatrième d'échec sur la question migratoire, c'est qu'on a tordu la signification même de la notion d'asile. On se souvient de ce qu'on appelait la crise migratoire de 2015, qui n'était pas en fait une crise migratoire, mais qui était une crise de l'accueil, et de la notion d'asile, normalement partagée par les États membres de l'Union européenne. Et il faut rappeler que l'histoire du droit d'asile est une histoire européenne, puisque ça s'est imposé avec la Convention de Genève pour les réfugiés européens après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est, alors moi j'ai pas les mêmes chiffres de migration mondiale que vous exactement, je suis selon les sources de l'OCDE à 281 millions, bon ça fait 100 millions de plus, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup en proportion relative de la population mondiale qui continue d'augmenter, donc on reste autour de 3,6% de la population mondiale, donc on est dans les 3%, et même si on disait qu'on a mal compté, qu'il y avait 5% de migrants internationaux dans le monde, ça veut dire qu'il y a quand même 95% de la population mondiale qui n'est pas concernée par ça. En revanche, s'il y a crise aujourd'hui, c'est une crise en matière de besoin de protection internationale. On n'a jamais eu autant de déplacés internes et de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'aujourd'hui, ça concerne 110 millions de personnes. Et comme vous le disiez, c'est principalement dans le sud que ces populations aux besoins de protection internationale sont hébergées. Donc, je ne mentionne même pas la question du dérèglement climatique et environnemental qui va produire encore plus de déplacements forcés, puisque les estimations vont jusqu'à 250 millions de migrants jetés sur les routes internationales en plus. Et si on ne fait rien pour sortir de cette fiction qui nous lie les mains et nous éloigne de la solution sur les politiques migratoires, on va s'acheminer tranquillement, en toute mauvaise foi, vers une situation de conflit ouvert. Donc voilà, ça c'était mon premier point. Plus rapidement, mon deuxième point sur la citoyenneté, pour une Méditerranée des solutions, il faudrait qu'il existe des sociétés civiles qui puissent être directement impliquées dans la définition de ces solutions. On ne va pas trouver des solutions et puis les imposer d'en haut, il faut aussi faire partie. C'est tout le sens de la gouvernance. La gouvernance est une manière d'organiser la vie commune et les affaires publiques en créant une décision qui est mixte entre celle des gouvernements, celle des sociétés civiles, celle des organisations internationales, etc. Sinon, on ne parlerait pas de gouvernance. Or, sur ce point, on peut constater d'abord qu'il n'y a plus de citoyenneté européenne véritable. Je veux dire que l'horizon qui était celui de la citoyenneté de Maastricht en 1993, qui était précisément de créer une société civile européenne, a échoué. Le projet est mort, tout simplement. Il n'y a pas de société civile transnationale de notre côté ici, là, de la Méditerranée. Donc la citoyenneté européenne n'existe plus. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'existe plus de commissaire européen à la citoyenneté, mais un commissaire européen au style de vie européen. Et les mots comptent. Les mots comptent. Ça veut dire qu'on a glissé du vivre ensemble transnational, qui était le projet des années 90, à l'idée d'une identité culturelle européenne face au reste du monde. Ce n'est pas du tout le même récit qui encadre donc la perception sur ces sujets. Quant au pays de la rive sud, l'espoir suscité par l'épisode des printemps arabes n'a pas été transformé en réalité. Moins que jamais, il existe des sociétés civiles en capacité de se mobiliser au sud, même si on entend des voix, mais vraiment la structuration d'acteurs forts de la société civile au sud est dans une sorte d'impasse. Donc, sans société civile, ni au nord,
ni au sud, comment peser sur la gouvernance pour pouvoir la changer. Et enfin, pour conclure sur ce second point, les récits qui l'ont emporté depuis une décennie au moins sont ceux d'un conflit de civilisation, dont la victime expiatoire est la figure du musulman, de ce côté-ci de la Méditerranée. La grille de lecture est absurde, mais c'est le résultat provisoire d'une intense bataille culturelle qui travaille l'Union européenne et les États membres, et pas que la France. On fait des principes de la citoyenneté des critères d'identité culturelle, on a culturalisé la citoyenneté, on a fait des citoyens issus des migrations les plus récentes, des étrangers de l'intérieur, qui, par raison culturelle et morale, ne pourraient pas, par essence, avoir accès à une citoyenneté de plein droit et de plein pied, et ça vise principalement l'islam et les musulmans. Et je ne vais pas développer ce point, tant il est devenu aveuglant dans le débat actuel, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, ça commence en Allemagne un petit peu, sans parler des pays du groupe de Visegrad, Slovéquie, Pologne, Hongrie. Quant aux pays du sud méditerranéen, l'enjeu est autant politique que lié à la corruption, qui n'est d'ailleurs pas une spécificité du Sud, mais qui concerne aussi les pays du Nord. Donc tout cela rend le projet de citoyenneté en Méditerranée complètement dépassé par des récits qui réduisent cet espace à celui d'un champ de bataille civilisationnelle. Une lecture absurde, mais très puissante et aux effets dramatiques très réels. Donc pour conclure d'une phrase, je dirais que la Méditerranée des solutions devrait être une bataille à conduire sur les récits, pour revenir à un horizon compatible avec celui de la citoyenneté démocratique. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui, à l'espace national, mais aussi transnational et méditerranéen. C'est aussi une bataille pour faire de la réalité le point de départ de toute réflexion, plutôt que les fictions qui masquent cette réalité, et je l'ai déjà dit, qui nous éloignent des solutions en produisant des drames dont aujourd'hui personne ne fait le deuil, parce que l'injustifiable est justifié. C'est quoi donc la Méditerranée quand en seulement 10 ans, 30 000 personnes y ont trouvé la mort en simplement voulant la traverser? Où sont les mouvements sociaux capables d'interpeller les gouvernements sur cette question? Voilà les deux questions auxquelles, de mon point de vue, on devra répondre pour passer de la Méditerranée des problèmes à la Méditerranée des solutions, et je vous remercie.